Des histoires ahurissantes qui se propagent à la vitesse de l'éclair et qui évoluent jusqu'à ce qu'on ne distingue plus le mythe de la réalité. Dans cet épisode intitulé « Un squelette dans le placard », 3 histoires, 3 secrets oubliés qui refont surface brusquement. Tout d'abord, c'est un inspecteur de Milwaukee qui se perd lui-même dans une affaire troublante. Ensuite, c'est l'incroyable destin d'un homme dont la survie dépend d'un don de rein. Et enfin, une jeune femme noue une amitié virtuelle qui débouche sur l'inimaginable. Regardez bien ces 3 récits, car ensuite ce sera à vous de démêler le vrai du faux, les légendes urbaines des terribles faits divers. Vous saurez si vous avez vu juste en fin d'épisode. Et tout de suite, notre première histoire l'indique à tort. Herb Dunhill est un membre respecté de la police de Milwaukee. Au cours de sa carrière, cet inspecteur a vu toutes sortes de choses. Mais rien qui ressemble à l'affaire qui a marqué à jamais la carrière de son collègue, l'inspecteur Scott Pearson. Je n'aurais jamais cru qu'une telle chose puisse arriver. C'est vraiment... ça dépasse l'entendement. L'inspecteur Pearson est un bourreau de travail. Il n'a pas son pareil pour résoudre des affaires. Il ne vivait que pour son métier. Il avait ça dans le sang. En septembre 2008, une série de braquages de banque obsède Pearson. Il ne parvient pas à mettre la main sur des suspects valables. Ça le contrariait énormément. Il ne comprenait pas pourquoi il n'arrivait pas à les coincer. Pearson consacre toutes ses forces à cette affaire. Il ignore encore qu'elle va littéralement le déchirer. Vers la mi-octobre, en pleine nuit, Pearson reçoit un SMS. Son interlocuteur affirme posséder des informations sur les braquages. Ces messages donnaient des indications parcellaires. Ils étaient envoyés depuis des téléphones jetables qu'il ne pouvait pas localiser. Ça le rendait fou. Commence alors un horripilant jeu du chat et de la souris. Chaque SMS apporte une nouvelle information, mais n'en dit jamais assez pour permettre à Pearson de résoudre l'affaire. Tout ça l'énervait au plus haut point. Il n'aimait pas qu'on se fiche de lui. Mais qui donc peut être cet indicateur ? Il va très bientôt le savoir. Deux mois et demi plus tard, il reçoit une information capitale. C'était l'info qu'il attendait. Une équipe d'intervention est mise sur pied et Pearson attend le SMS promis. Scott a enfin reçu ce SMS qui lui donnait l'adresse du braqueur. À ce moment-là, il est devenu mal à l'aise. Il est resté en retrait. La brigade arrive sur les lieux, mais Pearson n'a pas l'air dans son état normal. La maison est vide, et comme l'a promis le mystérieux SMS, la police y fait une importante découverte. Nos collègues ont fouillé les lieux. Ils ont trouvé un revolver et les butins des différents braquages. Pearson devrait exulter, mais un petit détail l'empêche de se réjouir. Cette maison, c'est la sienne. Le SMS les a amenés chez lui. Il m'a dit « J'ai été piégé ». Je ne savais pas trop quoi penser. Mais je connaissais Scott depuis un bon bout de temps et j'ai décidé d'attendre, de lui laisser le bénéfice du doute. Je ne pouvais pas imaginer que mon collègue soit impliqué dans ces braquages. Mais tout accable Pearson. Il est arrêté pour être interrogé. Ce sont ses empreintes sur le revolver. Je ne pouvais pas y croire. Je le connaissais depuis des années. Je n'arrivais pas à l'imaginer en braqueur. Ce sont tes empreintes? Et pourtant, c'est vrai. Pearson et le braqueur ne font qu'un. En fouillant son casier, la police fait une autre découverte. Au fond du casier, ils ont trouvé tous les portables.
Il y avait ses empreintes partout dessus et c'était les téléphones d'où les SMS avaient été envoyés. Mais pourquoi attirer l'attention sur ses propres délits? Scott a été soumis à des tests psychiatriques qui ont conclu qu'il souffrait d'un trouble de la personnalité multiple. L'une de ces personnalités envoyait les messages et l'autre les recevait. L'indicateur a été inventé par Pearson pour l'aider à résoudre les délits qu'il avait lui-même commis. Pearson est jugé coupable, mais il plaide l'incapacité juridique. Le jury la lui accorde. Je n'aurais jamais cru que ça puisse arriver à l'un de mes amis. C'est absolument incroyable. Un homme possède plusieurs personnalités. L'une d'elles commet des vols et l'autre les résout. Cette histoire est-elle véridique? Il faudra attendre la fin de l'épisode pour le savoir. Mais avant, écoutez cette mini-légende. Mini-légende numéro 281, mère enceinte. Kelly Scott, une adolescente de Floride, voit un jour son ventre gonfler. Bientôt, elle est prise de vomissements le matin et d'envie soudaine de plats divers et variés. Elle jure qu'elle est encore vierge et ne peut pas être enceinte, mais personne ne la croit. Une échographie lui donne raison, ce n'est pas un bébé, mais une tumeur. Et quand les chirurgiens l'opèrent, ils n'en reviennent pas. La tumeur est en réalité un bébé pieuvre. Selon les experts, elle est tombée enceinte lors d'une baignade en mer. La pieuvre est extraite et Kelly recouvre rapidement la santé. Est-ce un conte ou la mère vérité? C'est faux. Les journaux à sensation ont prétendu que des femmes avaient donné naissance à des grenouilles, des poulpes et des serpents. Mais c'est une impossibilité biologique. Légendes urbaines, ce sont 3 récits extraordinaires. À vous de distinguer les expériences aux frontières du réel des simples mythes urbains. Pour l'instant, vous avez vu l'histoire de Scott Pearson, l'inspecteur aux multiples identités qui commettait des délits tout en tentant de les résoudre. Est-ce vrai? Vous le saurez à la fin de l'épisode. Et avant cela, voici une deuxième histoire, Frères de rein. Alma Lynn Eden a l'air d'une femme sans souci. Pourtant, sa vie a été marquée du sceau de la tragédie. Je ne m'attendais pas à une chose pareille. Je ne savais pas que nos vies allaient basculer. Nous sommes en 1998. Alma Lynn est mère célibataire et fière de l'être. Elle est prête à tout pour son fils Clay, qu'elle a élevé seule tout en menant sa carrière d'illustratrice. Mais son dévouement pour son fils va être mis à rude épreuve. Depuis quelque temps, Clay ne se sent pas bien. Allô? Cette nouvelle, aucune mère ne souhaite l'entendre. Le médecin m'a appelé et m'a dit que c'était grave. La vie de Clay est en danger. Une infection a détruit la plus grande partie de ses reins. Sans une transplantation rapide, il va mourir. Il était terriblement malade. C'était effrayant. Alma Lynn prend alors la décision de donner l'un de ses reins à son fils. La compatibilité n'était pas parfaite, mais assez bonne pour qu'on puisse faire la transplantation. L'opération n'est pas sans danger, mais Alma Lynn est prête à tout pour sauver Clay. Elle a déjà perdu un fils. Dans les années 60, il était très mal vu d'être enceinte sans être mariée. Quand mes parents ont découvert la chose, ils m'ont obligée à abandonner mon bébé. Je suis allée dans un foyer pour accoucher de mon petit garçon. Alma Lynn n'a jamais revu son fils. Mais son absence a laissé un vide qui n'a jamais été comblé. J'avais perdu mon bébé et à présent, mon autre enfant souffrait d'une maladie qui allait le tuer si on ne faisait rien. Heureusement, Alma Lynn ne perd pas son fils. La greffe se passe à merveille.
Il s'est remis sur pied presque aussitôt. C'était formidable. Clay était en pleine forme. Mais ce bonheur est de courte durée. Quelques années plus tard, la terrible épreuve se répète. Il a fait ce qu'on appelle un rejet chronique. C'est parce que mon rein n'était pas compatible à 100%. Mais les médicaments ne peuvent pas tout, et le corps fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Clay a besoin d'une autre transplantation. Mais le donneur ne sera pas aussi facile à trouver. Le greffon doit être parfaitement compatible. J'étais paniquée. Je ne savais plus quoi faire. Cette fois, à moins d'un miracle, Clay est condamné. Je me sentais complètement démunie. Tout va s'arranger, ça va aller. Et alors que tout espoir semble perdu, l'inimaginable se produit. Le téléphone sonne. La personne me demande « Madame Hayden ?»« Oui, c'est moi. » Et il a enchaîné « Vous ne me connaissez pas, mais... » Et là, j'ai su. Il a poursuivi « Je m'appelle David Lister et je crois que vous êtes ma mère. » Est-ce vraiment son fils? Après 40 ans de séparation, cela semble à peine croyable. On est tombés dans les bras l'un de l'autre. On était tous les deux très émus. David a lu dans la presse locale que la famille cherche un donneur. Mais comment a-t-il su qu'Alma Lynn était sa mère? C'est la plus incroyable des coïncidences qui les a réunis. Le fils de David avait un souffle au cœur, et il n'était pas anodin. Les médecins ont besoin des antécédents familiaux de David. Il doit donc retrouver sa mère naturelle. Il retrouve sa trace grâce aux archives de l'État qui mentionnent les adoptions. Mais le plus incroyable, c'est qu'il m'ait recherché au moment même où on avait tant besoin de lui. Au moment même où un grave problème de santé menace de détruire sa famille, un autre lui permet de retrouver son fils perdu. Et un autre miracle va se produire. Il m'a dit « Je veux lui donner un rein ». Je ne voulais pas qu'il le fasse, mais il a insisté. Clay a déjà subi un échec, il lui faut un rein parfaitement compatible. Il fallait qu'il soit du même groupe sanguin, et il y avait 6 antigènes spécifiques. David avait les 6. David est parfaitement compatible, et il souhaite donner un rein à son frère, et tout cela juste à temps pour le sauver. Alma Lynn a déjà subi tant de drames, et à présent, ses 2 fils se retrouvent côte à côte sur la table d'opération. J'étais vraiment terrifiée. La bonne volonté de David est récompensée. C'est vrai, c'était mon frère, mais il ne me connaissait pas. Et pourtant, il a décidé de me sauver la vie. Je crois que c'est l'un des moments les plus forts que j'ai vécu. C'était quelque chose d'extraordinaire, je n'ai pas de mots pour le décrire. J'ai su tout de suite que ce geste fantastique allait changer nos vies. On ne pouvait que rester très proches. Clay et David récupèrent tous les deux très vite. Il a donné un rein à son frère, il lui a sauvé la vie. Il m'a rendu la joie de vivre et il a sauvé notre famille. Une famille frappée par un drame est réunie après un extraordinaire concours de circonstances. À votre avis, c'est une histoire vraie? Il vous faudra attendre la fin de l'épisode pour en avoir le cœur net. Mais avant, voici une autre mini-légende. Mini-légende numéro 1029, Boom l'insecte. La femme de Chris est arachnophobe. Aussi, quand elle hurle pour lui signaler une araignée derrière les toilettes, il accourt avec une bombe insecticide. Ce héros des temps modernes vide l'arme fatale dans la pièce et il agit dans le noir, car l'ampoule des toilettes est cassée. Supposant sa mission accomplie, Chris allume son briquet pour s'assurer que la bestiole a trépassé. Grossière erreur. La flamme met le feu aux vapeurs de l'aérosol et entraîne une explosion si puissante qu'elle secoue la pièce entière.
Vous croyez qu'on cherche à vous enfumer? Non, c'est la vérité. Chris s'en est sorti avec quelques brûlures, mais les secours n'ont pas pu confirmer que l'araignée était bien décédée. Légendes urbaines, ce sont 3 récits aux frontières de l'improbable. Votre mission est de démêler la vérité loufoque de la pure affabulation. Jusqu'ici, vous avez suivi l'histoire de Scott Pearson et ses multiples identités, tantôt braqueur, tantôt flic. Et puis le drame d'Alma Lynn Hayden, qui a laissé un fils à l'adoption, lequel, des années plus tard, a sauvé son frère d'une mort certaine. Y a-t-il une once de vérité dans tout cela? Le voile sera levé à la fin de cet épisode. Mais avant, voici notre dernière histoire. Elle s'intitule « Copie conforme ». Tamara Rabi a naturellement confiance dans la nature humaine. Mais un étrange événement survenu il y a une dizaine d'années l'a conduite à revoir son jugement. Là, je me suis dit, mince, mais qu'est-ce qui se passe? Manhattan, en 2000. Tamara a prévu de s'inscrire dans une petite université locale, mais au final, elle choisit Hofstra, un grand campus de Long Island. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cette université. Même ma mère m'a dit, Tamara, tu es sûre que tu veux aller là-bas? Tamara s'adapte très vite à l'effervescence de la vie universitaire. Un soir, l'une de ses amies organise une fête surprise pour son anniversaire. La personne qu'elle va y rencontrer va faire basculer sa vie. Il y avait là un garçon que je n'avais jamais vu. Il n'arrêtait pas de me fixer. Salut, ça va? Pas mal. Il m'a dit, je connais une fille qui est ton portrait craché. Il n'arrêtait pas de me répéter la même chose. Je me suis dit, mais qui est ce type? Il était vraiment très insistant. J'ai simplement pensé qu'il était un peu bizarre. Mais 24 heures plus tard, une deuxième expérience étrange se produit. L'ami qui avait amené ce garçon à la fête m'a envoyé un message pour me dire que la fille dont il m'avait parlé était en ligne. Et elle m'a donné son pseudo. Tamara n'a aucun moyen de savoir avec qui elle chatte. Mais elle décide de jouer le jeu. J'ai écrit « Il paraît que tu me ressembles ». Et la réponse que j'ai reçue tout de suite, c'était « Il paraît que tu me ressembles aussi ». La personne dit s'appeler Adriana. Elle a grandi à Long Island, mais c'est la seule différence. Elle est en tout point identique à Tamara. C'était complètement fou. Qui est vraiment cette personne et que veut-elle? Est-ce qu'il pourrait s'agir du garçon si envahissant? Tu la connais? Ce week-end-là, Tamara rentre chez elle et raconte l'étrange coïncidence à ses parents. Ils se montrent plutôt inquiets. La cousine de ma mère a dit « Et si c'était pour te voler ton identité? Sur Internet, on ne sait pas à qui on a affaire. Je veux comprendre ce qui se passe. » Tamara craint qu'il s'agisse d'une arnaque. Mais quelque chose l'attire vers cet ami virtuel. Elle m'a demandé où j'étais née. J'ai répondu que c'était à Guadalajara, au Mexique. Elle m'a dit « Moi aussi ». Ces réponses rapides et identiques sont suspectes. Comme si quelqu'un tentait de lui soutirer des informations. Elle m'a demandé mon nom de famille. J'ai tapé tout de suite « Rabi ». Et là, elle m'a dit « À plus tard, il faut que j'y aille ». Tamara va découvrir qu'il ne s'agit pas d'une simple arnaque virtuelle. Ce jour-là, ma vie a complètement changé. Elle n'a plus jamais été la même. Le lendemain, Adriana réapparaît en ligne. Mais cette fois, c'est différent. Elle souhaite rencontrer Tamara en vrai. Incapable de résister à la curiosité, Tamara accepte le rendez-vous
et s'y rend avec une amie. J'avais l'impression d'être dans un film. J'ai dit à mon ami, on s'en va, je n'ai plus envie de la voir, je flippe. Et puis, c'est elle? Tout d'un coup, c'était comme dans un dessin animé où les personnages ont les yeux qui sortent des orbites et qui deviennent complètement fous. Tamara va se retrouver nez à nez avec son destin. C'est une bouleversante révélation. C'était à la fois irréel, surréaliste, ahurissant et effrayant. C'était trop bizarre. Tamara est face à une sœur jumelle dont elle ignorait l'existence. Les deux filles ont été adoptées séparément à la naissance. Et tandis que les parents de Tamara ignoraient qu'elle avait une sœur jumelle, Adriana connaissait son existence et même le nom de sa famille d'adoption, Rabi. Pour Adriana, c'était la dernière pièce du puzzle. Si je n'avais pas choisi cette université au lieu de l'autre, je ne sais pas si ce serait arrivé. Mais quelque part, j'ai l'impression que c'était inévitable. Je crois que l'univers obéit à des lois mystérieuses et qu'on ne peut empêcher certaines choses de se produire. Une jeune femme adoptée ignore tout de sa sœur jumelle et la retrouve dans la même université. Est-ce vrai ou est-ce qu'on tente de vous doubler? Il est temps de vous révéler la vérité. Voyons tout d'abord l'histoire de Scott Pearson, dont le trouble de la personnalité a brouillé les cartes entre le braqueur et le flic. Fait réel ou fiction? Je ne m'appelle pas Herb Dunhill, et cette histoire est fausse. Cette histoire est fausse, mais les troubles de l'identité ont donné naissance à de nombreuses légendes urbaines. Et maintenant, l'histoire d'Alma Lynn Eden et de l'incroyable coïncidence qui lui a permis de retrouver son premier fils juste au moment où le second avait besoin de lui. Est-ce vrai? Je m'appelle Alma Lynn et je suis ravie de dire que c'est bien mon histoire. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et depuis, ils sont devenus inséparables. Reste l'histoire de Tamara Rabi, qui rencontre une inconnue en ligne et découvre ensuite qu'il s'agit de sa sœur jumelle. Je m'appelle Tamara Rabi et moi Adriana Scott. Et c'est une histoire vraie. Cette histoire est rigoureusement vraie. Tamara et Adriana ont eu la chance de vivre toutes les deux à Long Island et de se retrouver. C'est la fin de notre épisode. Avez-vous su distinguer l'incroyable vérité de l'improbable chimère? Sinon, pas de panique, vous aurez l'occasion d'exercer votre jugement lors du prochain épisode de Légendes urbaines.